Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. C'est sur le chemin de l'école qu'il rencontre le malheur. Stéphane, la vingtaine, avait alors fait un faux pas et s'est retrouvé sous un pont qu'il tentait de traverser en détruisant au passage son appareil sexuel. Au sortir des premiers soins, une sonde urinaire lui a été proposée par des médecins traitants et il la traîne donc depuis 8 ans à ce jour. On constate justement qu'il ne va pas mieux et raison pour laquelle il est venu contacter l'équipe de Regard social pour une prise en charge. Et nous tenterons de comprendre le sujet ce soir avec nos experts qui seront là en seconde partie. Au fur et à mesure, je vous invite donc à comprendre quelles sont les conséquences et quelles solutions pour ce type de pathologie. On comprendra tout cela avec les experts, je l'ai dit, et c'est Regard social. Bienvenue à tous. C'est un jeune, la vingtaine sonnée, qui a connu un malheur et il a contacté l'équipe de reportage de Regard social. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme alors qu'il tentait simplement d'aller chercher le savoir? C'était sur le chemin de l'école. Il a rencontré ces difficultés, il tentait de traverser un pont, c'était à Bafan. Et là, nous allons découvrir la suite de ces difficultés au cours de ce reportage que nous vous proposons. Un reportage qui a été réalisé avec la caméra de Danny Warren 2, bien entendu une expertise venue également de toute l'équipe de reportage de Regard social. Je vous invite à suivre. Stéphane découvre le pire lorsqu'il veut vider sa vessie. Mon iris, quand les urines voulaient venir, je ressentais une douleur atroce. Cela m'empêchait même de soulever encore les pas là où j'étais. Mon ami avec qui j'étais a demandé que mais qu'est-ce qui ne va pas, Stéphane? Il dit que j'ai fait avant qu'il maintenant lui mettait au courant qu'il est comme ça. J'ai fait un accident le matin quand je venais en classe. Actuellement, il m'a dit que mais je me déshabille, je me rends compte que j'avais l'inflammation au niveau de mon appareil génital, mon testicule, tout s'était enflé. Et au bout de mon pénis, c'est le sang qui venait. Directement, il a emprunté une moto pour m'amener à la maison. C'est de la maison maintenant qu'on m'amène à l'hôpital d'urgence. La formation sanitaire qui accueille Stéphane est le centre de santé intégré d'Indokovi. Les responsables du centre intégré, impuissants face au mal de Stéphane, réfèrent le cas à l'hôpital de district de Bafan. Et c'est de là que la situation de Stéphane change négativement, puisqu'il tombe sur un infirmier. Un infirmier qui voulait s'essayer en chirurgie. Je suis un infirmier à l'hôpital de district de Bafan. Là, ils ont fait les premiers soins. Et ils sont arrivés, ils ont constaté que le raid était touché. Ils m'ont amené au bloc. Et ils ont envoyé le belliquet, commencé à chercher à déboucher la voie. Et de là, ce n'était pas toujours facile. Je coulais les urines toujours par le bas. Ils ont structuré. Ils m'ont placé, ils m'ont demandé d'aller, ils m'ont placé une sonde d'urgence d'aller un transfert d'urgence sur Bafoussam. Et le médecin de l'hôpital, le chef du centre, a contacté le spécialiste, le docteur Passant, qui est en train d'envoyer un cas. C'est de là maintenant que j'arrive qu'on me prend encore, on m'envoie encore au bloc. Et là, la première opération n'a pas tenu. Après ça, il m'a encore envoyé au bloc pour la deuxième opération. Parce que quand il a fini d'opérer, après l'ablation de la sonde, j'ai uriné pendant quelques heures. Il y a eu encore blocus. Je suis encore allé au bloc. Il a encore commencé à déboucher, à envoyer le belliquet pour déboucher la voie. Tout ça, la douleur, le mal que je sentais, tout ça, c'était pas facile. Donc, il m'a encore programmé une opération. Il m'a dit qu'il devait encore opérer. Et il n'y avait pas toujours suite.
il m'a maintenant transféré sur Yaoundé. Et vraiment, tous mes parents qui étaient avec moi, ils étaient vraiment démoralisés après toute cette transaction, toute cette... 7 ans. Avant de rencontrer les spécialistes de sa maladie, le personnel de santé qu'il a reçu manquait d'étoffe, selon les dires de Stéphane, pour sa prise en charge, d'où son inquiétude aujourd'hui. Mon inquiétude, c'est que avec ce mal, depuis 7 ans, je ne peux pas faire de rapport sexuel, je ne peux pas procréer, je ne peux ni faire des efforts comme les autres hommes de mon âge. Cet ancien élève de la classe de seconde MA au lycée technique de Bafang a perdu espoir de vivre. Son avenir est incertain. Vraiment, tout est devenu pour moi aujourd'hui un regret quand je pense à mon avenir. Vraiment, et je pleure mon sort. Vraiment, je suis abandonné. Je me sens seul. Je me sens vraiment seul. Et il m'arrive des moments même que je pleure. Que moi je pleure par rapport à mon avenir, comment je serai avec cet état. Stéphane Djenkam a besoin de retourner à l'école, de pratiquer du football, de pouvoir procréer. Bref, il veut vivre comme un homme normal. Et pour y parvenir, Stéphane sollicite votre aide. Le dernier diagnostic posé par des spécialistes de cette pathologie révèle qu'il est éligible à l'opération chirurgicale s'il doit retrouver le goût de la vie. Et voilà la vie de Stéphane Djenkam, qui est donc âgé de 26 ans. Voyez-vous, il cherche le chemin de la guérison, il ne trouve pas jusque-là. Il traîne donc une sonde urinaire depuis plusieurs années. Pour comprendre justement de quoi il souffre, nous avons fait venir un expert, un spécialiste, Dr Ekane Zouobontane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. Je suis arrivé finalement. Oui, bien évidemment. Voilà. Vous êtes chirurgien urologue et andrologue. Exact. Comment comprendre ça? Oui, l'andrologie, c'est une addition sur la spécialité d'urologie. Donc, c'est une prise en charge de maladies spécifiques à l'homme, spécifiques à l'homme. La reproduction de l'homme, c'est la partie spécifique à l'homme d'urologie. Comme on parlerait du gynécologue chez la femme pour la femme. Un gynécologue, chaque gynécologue est gynécologue. Oui. Bon, chaque urologiste, si vous n'avez pas fait dans la formation d'urologie la partie andrologique, vous ne saurez pas gérer certaines pathologies en urologie. Merci d'être venu. Mais ça fait partie de l'urologie. Merci d'être là ce soir. Merci. Et vous allez sans doute nous expliquer de quoi il souffre véritablement. Mais lorsque vous suivez le reportage et vous écoutez les témoignages, ça renvoie à quoi? En fait, d'abord, bonsoir à vos multiples téléspectateurs. Quand on voit le cas de ce patient, c'est pathétique et c'est caractéristique des problèmes liés à la sténose de l'urètre. La sténose de l'urètre qui est l'oblitération, c'est-à-dire
le blocage du passage de l'urètre. La lumière de l'urètre est en quelque sorte interrompue ou obstruée. Dans son cas ici, parce qu'on se rend compte que la prise en charge était faite par les premiers médecins juste suite au traumatisme. Et ce qui fait que le traumatisme avait entraîné l'écrasement de l'urètre. Et donc, l'alignement de la lumière a été interrompu. Donc, la prise en charge qu'on a essayé de faire par sondage ne pouvait pas marcher parce que la lumière n'était plus alignée. Il n'y avait pas une continuité. Donc, ça fait... c'est plus tard qu'il a développé une sténose parce qu'il y avait une oblitération maintenant, c'est-à-dire obstruction complète. D'accord. Au départ, c'était une rupture de l'urètre, écrasement. Vous permettez que j'introduise également John Adolphe. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, vous êtes psychologue clinicien et vous avez accepté d'être là ce soir parce qu'on parle d'un problème sérieux. Je veux dire, cette pathologie qui traumatise, et puisque c'est un homme, en même temps, vous vous êtes dit qu'il fallait contribuer à sa prise en charge. Tout à fait. Quand on suit le reportage, quand on voit ce qui s'est passé, on a à l'esprit plusieurs choses. Premièrement, de manière inattendue, alors qu'il se rendait à l'école, sur un chemin qu'il avait peut-être l'habitude d'emprunter, il se produit quelque chose de grave. Il a un accident et par rapport à cet accident-là, déjà à ce seul niveau, on peut imaginer que cela a été un événement traumatisant pour lui. Le traumatisme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir uniquement au moment où se produit l'accident, mais c'est dans ce qui va se passer après l'accident, comment sa vie, comment il va vivre après l'accident, quels sont les souvenirs qu'il va avoir de ce qui s'est passé, est-ce qu'il va avoir tendance à ressasser ce qui s'est passé, est-ce qu'il va être capable de retrouver la tranquillité après tout cela. Mais le problème, c'est que dans son cas, après ce traumatisme, il y a eu des conséquences, qui ont perduré dans le temps. Donc non seulement il a été confronté, c'est une expérience de mort quand on parle de traumatisme, il est tombé, il y a une chute, il aurait pu perdre sa vie. C'est pour cela qu'il y a l'idée derrière de quelque chose d'effroyable qui est arrivé, donc on parle de traumatisme psychologique. Mais maintenant, il y a eu, après, des conséquences qui ont perduré dans le temps et qui font que maintenant, il est dans une posture où il doit résister, il doit se montrer résilient par rapport à ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est-à-dire au niveau de son appareil génital qui a modifié carrément son identité. Donc c'est autant de choses qui, sur le plan psychologique, sont probablement des sources d'une souffrance importante, d'une souffrance énorme. D'accord. Alors, Dr. Ekane, lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous écoute, on constate justement que c'était un choc qui a traumatisé son urètre. Bien évidemment. Il faut dire qu'une des causes de l'oblitération, c'est-à-dire l'obstruction de la lumière de l'urètre, c'est le traumatisme. Et le traumatisme, la plupart du temps, c'est par écrasement. Vous voyez, l'urètre, pour comprendre l'écrasement, la possibilité de l'écrasement de l'urètre, c'est regarder sa nature, c'est-à-dire son anatomie. L'urètre est entouré par un tissu qui est comme l'éponge, ce qui fait que son traumatisme est très facile. Vous pouvez facilement l'écraser. Et ces deux forces, quand vous avez deux surfaces rigides qui vont s'affronter, c'est-à-dire un objet, si on voit là, il était sur un pont et les barres
le bois qui est sur le pont et l'os de son pubis, vous voyez, c'est le pelvis. Son pelvis, les os du pelvis et le bois ont maintenant écrasé l'urètre. Okay. Ce qui a interrompu la continuité de la lumière. D'autres causes de la sténose de l'urètre peuvent être une croissance à l'intérieur de la lumière, quelque chose qui pousse à l'intérieur de la lumière. Ça peut être une tumeur, ça peut être par exemple un calcul qui est venu se bloquer à l'intérieur de la lumière. Vous voyez, il y a d'autres causes qui ne sont pas liées directement à l'urètre, qui sont seulement la compression, où la lumière de l'urètre est intacte, le contour de l'urètre est intact, mais la compression, aussi les tumeurs des organes avoisinantes à l'urètre. Alors, si on arrive à ce niveau, c'est parce que la première prise en charge n'a pas été celle qu'il fallait. Je veux dire, le premier personnel médical qui l'accueille pour essayer de trouver la solution n'a peut-être pas compris qu'il fallait commencer par solutionner cet endroit. Oui, et si ce cas illustre les difficultés que nous avons, que nous observons dans la prise en charge des patients avec ce genre de pathologie. Et la prise en charge de ce genre de patients nécessite les aptitudes spécifiques. Vous comprenez? Vous devez avoir la formation pour pouvoir prendre en charge ce genre de patients. L'erreur était d'abord, peut-être à cause de l'environnement, de n'avoir pas évalué l'intégrité de l'urètre. Parce que si on avait essayé de lui faire d'abord l'examen de première intention, l'urétrocystographie, qui est l'examen de première intention, où vous allez vérifier est-ce que le canal là est perméable. Si le canal n'est pas perméable avec l'alignement de la lumière, vous ne pouvez pas canaliser ça. Mais s'il y a une petite continuité, même s'il y a ce que nous appelons extravasation, c'est-à-dire la fuite de contraste hors de la lumière, au moins il y a une continuité. S'il y a une continuité, vous pouvez bien conduire un cathéter et arriver à aligner l'urètre qui est écrasé. En ce moment, vous pouvez laisser le matériel, la sonde par exemple, en place et la cicatrisation va suivre. Mais ici, on a d'emblée commencé à cathétériser un patient avec l'urètre éventuellement écrasé. Et donc, il ne pouvait pas s'en sortir. La sonde ne pouvait pas progresser. Un centre de santé, un centre médical d'arrondissement, ainsi de suite, avant d'arriver à Bafoussam et peut-être aller ailleurs aussi. Mais jusque-là, on n'avait pas déjà décelé où était le problème véritable. Non, je crois qu'il savait. Il savait, je crois qu'on a dit qu'il est allé à Bafang puis à Bafoussam. On savait déjà. On savait, je crois qu'à Bafang, on savait déjà qu'il y a la rupture de l'urètre. Je crois que c'est à Bafang qu'on a mis la sonde suspubien. On a mis pour dériver les urines, parce que sinon, ils ne pouvaient pas uriner. Les urines ne pouvaient plus passer par l'urètre. Donc, il fallait dériver les urines. Et donc, on a fait une ponction, on a fait une ouverture au niveau de la région suspubien pour aller directement sortir les urines de la vessie. Et c'est ça qui l'a soulagé. Je crois qu'après ça, il n'avait plus beaucoup de douleur, parce que les urines sortaient spontanément. Mais après ça, maintenant, il fallait un recul, bien le préparer, faire le diagnostic approprié et prendre les décisions en fonction de la situation à ce moment-là. Et chercher le spécialiste bien évidemment qu'il faut. Alors, Adolphe, on constate justement que c'est un
c'est plusieurs chocs pour ce jeune garçon, et qui, non seulement il a ce traumatisme au niveau de sa verge, et il estime qu'il se posait mille et une questions. Quel est son avenir? Oui. Donc, quel sera son avenir? Tout à fait. Oui, face à une situation comme celle-là, qui se produit avec les conséquences qu'il a pu observer, son souhait, son désir, c'était qu'on puisse déjà le rassurer sur la possibilité qu'il y avait de réparer les dégâts qu'il avait subis au niveau de son organe génital. Mais les premières interventions qui ont été effectuées n'ont pas été des réussites. À partir de ce moment, dans le reportage, vous voyez, il parle de ce qu'il a observé dans son entourage et aussi du fait qu'il a eu plus ou moins le sentiment qu'il commençait à, je vais pas parler d'errer d'un point de vue thérapeutique, mais il ne savait plus très bien quelle direction il devait prendre et où devait se trouver la solution à son problème. À partir de ce moment, d'un point de vue psychologique, il a le sentiment que la situation stressante qui est en face de lui est une situation qui est totalement hors de contrôle. Et dès le moment où il a ce sentiment que c'est hors de contrôle parce que lui n'a pas les capacités de maîtriser la situation, la famille et le personnel médical soignant qui est autour ne lui donnent pas encore cette assurance-là. À partir de ce moment, ça crée donc, ça augmente, n'est-ce pas, les problématiques qu'il peut y avoir d'un point de vue psychologique. Dans son état, il commence à se dire « Que sera mon avenir ?» Donc là, il montre une difficulté à partir de cet instant à pouvoir se projeter dans l'avenir. Que ce soit en tant qu'homme qui devrait être capable de procréer, qui devait être capable de pérenniser son existence, que ce soit au niveau de ses projets de carrière, au niveau de ses projets académiques, il a du mal à se dire, en ce moment, un jour, le cours normal de ma vie va reprendre. Alors, il passe quand même, il est pratiquement à sa 8e année avec cette sonde. C'est dit que c'est une autre paire de manches, Dr Ekane. Oui, mais lui-même, il a dit, il était devenu désespéré et il ne croyait plus à une solution, surtout peut-être venir localement, parce qu'il a eu l'occasion de séjourner dans 3 centres, à Bafang, à Bafoussam, à Yaoundé, et toujours soldé par, je ne veux pas dire l'échec, mais une non-satisfaction, parce que le problème n'a pas été résolu. Il était question de regarder peut-être aller à l'étranger. En plus désespéré, parce qu'il ne voyait pas les moyens qui allaient l'amener à l'étranger. Donc, encore plus désespéré. Je crois que c'est ce qui l'a amené. Alors, quelle est la conséquence, par exemple, de vivre aussi longtemps avec une sonde, comme c'est le cas en ce moment chez lui? Ah, conséquence. Vivre avec une sonde. Lui, peut-être, je peux dire, il avait la chance que la sonde était directement dans la vessie, introduite par la région sus-pubienne, c'est-à-dire au niveau du pubis, directement, et que ce n'était pas dans l'urètre. Ça veut dire que la région périnéale, entre jambes, a été évitée, parce que c'est une région qui est susceptible à être infestée par des microbes, naturellement. Mais, portant une sonde qui est un corps étranger, on veut ou pas, peu importe la qualité de la sonde, c'est un corps étranger. Et généralement, le corps qui est étranger. Voilà, le rang susceptible a fait les infections. Il pouvait faire les infections, et il en a fait, les infections parce que les microbes vont coloniser ce corps étranger. Il pouvait faire développer les particules, on appelle ça les calculs, au niveau de la vessie. Non seulement sur le plan fonctionnel, il n'était plus fonctionnel avec tout ce matériel qu'il portait. D'autres fonctions, il ne pouvait pas assurer. Et tout ça a été un fardeau pour lui. Mais sur le plan clinique,
médical, le risque, souvent, c'est les infections à répétition. Alors, c'est une honte pour lui, selon ce qu'il dit d'ailleurs dans le reportage, sortir avec une poche, d'urine à longueur de journée. Il n'est presque pas possible pour lui d'aller rendre visite à quiconque, parce qu'il s'est dit les gens vont se moquer de lui, ou alors lorsqu'il parvient quand même à sortir, il a une poche bombée. On ne sait pas exactement ce qui se trouve dans sa poche, mais lorsqu'il veut se mettre à l'aise, ça coule seul sans qu'il ne se rende compte. Oui, tout à fait, parce que il sait pertinemment que lui et son entourage également, le voisinage, avaient avant une certaine image de lui. On savait que c'était le jeune homme qui est en bonne forme, qui va à ses occupations normalement, qui aimait le football, il avait peut-être une vie sexuelle, ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, ce changement-là fait en sorte qu'il ne peut plus lui-même se définir comme il le faisait avant. Il y a une discontinuité au niveau du sentiment qu'il avait de lui-même. Il ne pouvait plus continuer à se dire « je suis quelqu'un qui a de l'avenir, je suis fort, je suis en bonne santé, je progresse bien dans tout ce que je fais, je me sens bien dans mon corps, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. » Donc il y a une discontinuité au niveau du sentiment qu'il avait au préalable de lui, qui va fonder justement cette altération de son identité et faire en sorte que il sera au niveau de l'image qu'il a de lui-même, il sera un peu diminué. Ça va entraîner des conduites de retrait, de repli sur lui-même, n'est-ce pas? Il ne va plus vouloir aller vers les gens par peur du regard des autres ou de ce qu'on va dire de cette situation dans laquelle il se trouve. Donc il y a ça, et tout ceci va bien entendu avoir un impact sur son humeur. Vous voyez, il parle avec les yeux larmoyants, et c'est simplement parce que la situation dans laquelle il est, la situation qu'il doit supporter depuis 7 ans, j'emploie bien le terme supporter parce que c'est un poids, n'est-ce pas, qui est sur ses épaules et qui cherche à faire en sorte qu'il soit abattu, même au niveau moral également. Donc il y a probablement un vécu dépressif dans ce genre de situation, d'abord par rapport au fait qu'il ne peut plus accomplir un certain nombre de choses qu'il faisait avant, et le fait que sur le plan social, il se soit aussi mis un peu en retrait. Vous comprenez. Donc il y a énormément de difficultés de ce genre, dépression, anxiété, ainsi de suite. Et même probablement, si on avait fait une consultation psychologique, peut-être également des éléments qui iraient dans le sens d'un stress post-traumatique également. D'accord. Alors, docteur Ekane, est-ce que ce sont par exemple des cas que vous rencontrez? Vous êtes chirurgien urologue et andrologue également. Est-ce que ce genre de cas, vous rencontrez souvent ou plus souvent dans votre structure? Oui. Bon, avant de répondre à cette question, il faut dire que comme conséquence de la situation comme celle que notre patient a vécue, il y a un coût associé, attaché à ça, parce que normalement, on ne doit pas porter une même sonde pendant plus d'1 mois. Donc vous imaginez sur 7 ans, combien de sondes il a dû changer. Et les contraintes d'être toujours là où on va pouvoir changer la sonde. Alors, à quel moment, ou alors qui est habilité à assumer ces changements, je veux dire? C'est un spécialiste, c'est lui-même, ou comment ça se passe? Lui-même, pas du tout. Lui-même ne peut pas changer la sonde. C'est un neurologue ou un chirurgien ou un médecin, ou même un médecin généraliste, mais qui a eu cette formation, qui a été
formé pour pouvoir changer une sonde. Ce n'est pas tellement compliqué. Dans les images, on constate quand même que c'est une sonde vieillissante. Oui, mais parce que, peut-être les moyens ne permettaient pas, deux, parce que peut-être ils ne se trouvaient pas là où on pouvait les changer, trois, peut-être parce qu'ils n'étaient pas informés qu'il fallait changer la sonde tout le temps. Donc, maintenant, revenant à votre question, est-ce que c'est les situations que nous voyons tout le temps? Je peux vous dire que oui, et c'est les situations qui sont tellement difficiles à soigner. Parce que la plupart de ces malades sont comme notre patience on vient de présenter, parce qu'ils ont eu à passer chez plusieurs praticiens avant d'arriver peut-être chez le spécialiste, ou ils ont même eu à passer chez certains de nos collègues, même les urologues, mais n'ont pas eu la chance d'avoir le problème résolu. Hein. Et ça existe. L'échec de l'urétroplastie, je vous dis, c'est un combat à tout le monde. Même le plus grand des urologues peut avoir les difficultés. Oui. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour lui? Parce que pour ce cas, à partir de ce que le médecin explique, c'est un cas compliqué, un cas qui nécessite beaucoup de moyens pour la prise en charge. Ses parents n'ont plus d'argent. Il a contacté l'équipe de Regard Social, raison pour laquelle il est venu, pour qu'on l'accompagne dans la prise en charge. Adolphe. Oui, sur le plan, déjà par rapport à la prise en charge, c'est une question d'orientation ou de référencement vers des personnes qui ont l'expertise, qui ont la compétence pour ce genre de cas, pour ce genre d'intervention, et qui ont certainement eu déjà à effectuer ces types d'interventions avec des résultats satisfaisants. Vous voyez, pour un certain type d'intervention chirurgicale, il est important, même pour le patient, de pouvoir s'informer, de pouvoir avoir l'information sur le praticien qui va opérer, sur son expérience, sur les statistiques de ce praticien-là. C'est important. Et ne pas, parce que c'est des choses avec lesquelles, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement, c'est pas des actes qui peuvent être répétés indéfiniment. C'est-à-dire qu'on va ici, ça ne marche pas, et puis on va dire on va encore aller, on va encore aller. Tout ça, c'est épuisant sur le plan moral pour la personne. Parce qu'à chaque fois, il y met de l'espoir, et cet espoir-là, il est comme désabusé à un moment donné. Donc ça, c'est sûr par rapport à sa prise en charge d'un point de vue médical. Sur le plan psychologique, déjà, il faudrait reconnaître, vous savez, les problèmes psychologiques ne sont pas visibles la plupart du temps comme les problèmes d'ordre somatique. Là, on pouvait observer et se dire qu'il a une sonde, probablement parce qu'il a un problème au niveau de son organe génital, mais en le regardant, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas deviner toute la souffrance qu'il vit à l'intérieur de lui. Et n'ayant pas encore de solution sur le plan médical, il est important qu'il soit équipé, qu'il soit outillé, qu'il soit renforcé sur le plan moral, sur le plan psychologique, pour pouvoir tenir. Parce qu'il a vécu, on peut dire, plusieurs chocs. Et à côté de tout ça, il faut des moyens. Voilà. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Oui. Docteur Ekane, vous avez vous-même dit en tant que spécialiste que c'est une pathologie qui nécessite beaucoup de moyens pour la prise en charge. Il est venu à Regard Social, il a besoin de coups de pouce, il a besoin d'accompagnement, de moyens financiers. Ses parents sont épuisés, raison pour laquelle il est venu tendre la main à ceux qui suivent l'émission en ce moment. Oui, mais bien évidemment... une sonde, c'est à la portée de n'importe qui, monsieur tout le monde. Oui, une sonde, oui. On peut... le problème n'est pas au niveau de la sonde. Le problème est au niveau de la chirurgie même et le suivi. La chirurgie même et le suivi. Et comme a dit mon collègue, ce n'est pas une intervention du premier venant. Il faut pas... on n'essaie pas la main sur
la réparation de l'urètre. Parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très technique. Et le suivi est très critique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dès demain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui dès demain, pour sa prise en charge? Il doit voir qui? Oui, il doit avoir un neurologue. Il doit avoir un neurologue qui va évaluer sa situation. Mais je dois vous assurer que beaucoup d'urologues vont éviter un patient comme lui. Tout simplement parce que sa pathologie n'est pas tout simplement maintenant la sténose intrinsèque de l'urètre là. Mais au niveau de sa psychologie, il faudrait le prendre en charge. Au niveau de les organes avoisinants, au niveau de la fonction reproductive et urinaire, il faut assurer ça. Quand je parle de la fonction urinaire, c'est un jeune homme, on ne va pas seulement le prendre en charge pour pouvoir émettre les urines après la chirurgie, mais il faut s'assurer que sa fonction procréative sera prise en charge, est évaluée, n'est-ce pas, pour s'assurer que au moins sur ce plan-là, les choses ont été corrigées également. Il y a des risques qu'il perde tout ça? Mais bien évidemment qu'il y a des risques qu'il perde ça, parce qu'un patient comme lui, pour vous faire les infections, comme j'ai parlé des infections, et les infections qui sont caractéristiques chez eux, c'est les orchiépididymites. Les orchiépididymites, tout simplement parce que l'infection qui est dans la vessie va suivre les voies via la prostate et arriver au niveau des testicules. Et qui parle d'infection chronique des testicules, ça peut entraîner une obstruction des canaux déférents et donc la personne va sortir plus tard avec ce que nous appelons l'azospermie, c'est-à-dire il n'aura plus de sperme. Et s'il n'a pas de sperme, il est stérile. Donc vous imaginez, à partir d'une sténose de l'urètre, vous devenez à la longue stérile. Donc c'est très compliqué. Et donc, quand on veut prendre ces patients en charge, on a tout ça en esprit. Et je crois que ce patient, sauf si je me trompe, il a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, il est question d'accompagner Stéphane Djenkam, qui a besoin de soutien financier pour sa prise en charge, raison pour laquelle il s'est rendu donc à Equinox, et le reportage a été tourné, vous l'avez constaté, donc dans des conditions difficiles avec ce jeune homme qui a besoin d'aide, donc on le constate aussi. Alors, beaucoup d'argent, on a entendu, on fera l'évaluation, c'est-à-dire qu'il pourra rencontrer plusieurs médecins, des examens effectués pour savoir exactement où se trouve le problème et comment faire pour engager la prise en charge. C'est ça. Exact. Exact. Bon, les examens, il y a plusieurs examens parce que ça devient un peu plus complexe là. Ce n'est pas tout simplement urologique simple maintenant. Et il y a de côté andrologique qui entre dedans. Mais la première chose, c'est qu'on a l'obligation d'identifier le problème précisément pour pouvoir élaborer un plan de prise en charge, surtout prise en charge chirurgicale. Et donc l'examen de première intention qu'on va demander à tous ces patients, c'est l'urétrocystographie. On appelle ça l'urétrocystographie. Ça veut dire opacifier l'urètre jusqu'à la vessie pour pouvoir limiter la zone qui est bloquée ou qui est obstruée. Et chez les patients comme celui-ci, cet examen n'est pas fait simplement, c'est deux voies. C'est par deux voies. Parce qu'on va faire par voie ce que nous appelons la voie rétrograde, c'est-à-dire on commence par le bout en injectant via dedans, et on va commencer par la vessie en injectant pour aller vers le bout. Parce que comme le canal est bloqué à un endroit,
un seul côté ne va pas nous montrer ce qui est derrière le mur. Il faut aller derrière le mur pour voir jusqu'où on est bloqué de l'autre côté. Ça, c'est déjà cet examen. Mais il y a plusieurs autres examens qu'on peut faire pour encore délimiter la sténose. En dehors de ça, il faut faire les examens des urines, la fonction rénale. Il faut beaucoup d'examens complémentaires. Pour avoir passé déjà pratiquement 8 ans, avec une sonde, il y a beaucoup d'autres risques aussi, raison pour laquelle vous parlez des examens des reins et tout le reste. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci. Vous êtes chirurgien urologue, andrologue également, et vous, psychologue clinicien. On comprend bien que tout cela peut aller simplement s'il y a des moyens financiers. Et on sait généralement le cœur, avec la main sur le cœur, tel que les âmes de bonne volonté réagissent tous face à tout ce qui est présenté à regard social. Et comme nous le disons, donc je voudrais vous inviter à suivre quelque chose de spécial. Stéphane est passé sur ce plateau, il a exprimé son besoin, c'est-à-dire retrouver le fonctionnement normal. Il a bénéficié de la magnanimité même de ses âmes de bonne volonté. Il y a eu un peu de financement. Et juste après, je vous invite à suivre le reportage et nous allons davantage découvrir la suite de cette émission. Il y a pratiquement un an, l'équipe de Regard Social est allée à la rencontre du jeune Stéphane Djenkam, alors âgé de 26 ans. La mine serrée et le visage meurtri, Stéphane nous avait révélé son calvaire. Contraint depuis 7 ans de transporter sur lui une sonde à urine, qui est devenue, bien malgré lui, sa plus fidèle compagne. La ville de Bafang dans le Hongkam. C'est sur ce pont délabré en matériaux provisoires que Stéphane va faire une chute qui va changer le cours de sa vie. Il est alors lycéen. Le matin, je sortais pour me rendre à l'école. On avait maths sur le jour. Je me suis vêtu en tenue de sport. Et en dessous, j'avais mis ma godasse. Sur le pont, qui était défectueux, c'est là que j'ai perdu le pas. Et le bois m'a balancé dans le pont. Je me suis retrouvé avec le choc. Mais jusque-là, j'ai fait les efforts d'y arriver à l'établissement. Quand je suis arrivé à l'établissement, je n'avais pas de forme parce que je ressentais la douleur. Admis au centre de santé intégré de Ndokovi, Stéphane sera confié à un infirmier aux compétences douteuses. Il comprendra alors qu'il n'est pas sorti de l'auberge. Je tombe sur un infirmier à l'hôpital de district de Bafang. Là, ils ont fait des premiers soins et ils sont arrivés, ils ont constaté que le raid était touché. Ils m'ont amené au bloc. Ils ont envoyé le belliquet, commencé à chercher à déboucher la voie. Et de là, ce n'était pas toujours facile. Je coulais les urines toujours par le bas. Ils ont structuré. Ils m'ont placé, ils m'ont demandé d'aller, ils m'ont placé une sonde d'urgence, d'aller un transfert d'urgence sur Bafoussam. Et le médecin de l'hôpital, le chef du centre, a contacté le spécialiste, le docteur Passant, qui a tenté d'envoyer un cas. C'est de là maintenant que j'arrive, qu'on me prend encore, on m'envoie encore au bloc.
Et là, la première opération n'a pas tenu. Après ça, il m'a encore envoyé au bloc pour la deuxième opération. Parce que quand il a fini d'opérer, après l'ablation de la sonde, j'ai uriné pendant quelques heures. Il y a eu encore blocus. Je suis encore allé au bloc. Il a encore commencé à déboucher, à envoyer le belliquet pour déboucher la voie. Tout ça, la douleur, le mal que je sentais, tout ça, c'était pas facile. Donc, il m'a encore programmé une opération. Il m'a dit qu'il devait encore opérer. Et il n'y avait pas toujours suite. Il m'a maintenant transféré sur Yaoundé. Et vraiment, tous mes parents qui étaient avec moi, ils étaient vraiment démoralisés après toute cette transaction, toute cette... Un an après son passage à l'émission Regard Social, nous retrouvons Stéphane à la clinique Bel Air de Bonapriso, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les murs colorés de cette formation sanitaire brillent comme la dernière lueur d'espoir pour ce jeune homme qui en a vu des vertes et des pas mûres. Et cette blouse blanche et le docteur Ekanet qui la porte sont désormais la seule planche de salut de Stéphane. Dans son bureau, le docteur Ekanet dresse un bilan bref du diagnostic opéré sur son patient. Nous avons reçu le cas de jeune Stéphane, âgé de 29 ans. C'est un cas suffisamment compliqué et vraiment préoccupant. C'est ce jeune patient qui a eu un accident il y a plus de 7 ans, au cours duquel il a eu une rupture de l'urètre. L'urètre, c'est le canal qui conduit les urines de la vessie vers l'extérieur. Et donc, il a eu cette rupture donc, avec fermeture complète de la lumière de l'urètre. Et il a donc, par conséquent, il a eu 3 interventions qui malheureusement n'ont pas beaucoup marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est avec une sonde au niveau du bas-ventre, ce qu'on appelle une dérivation, une cystostomie, pour permettre l'évacuation de sa vessie. Nous avons vu son cas, nous avons fait l'évaluation, regardez les dernières radios qu'il a fait, la urétrocystographie, qui montre une sténose fermée, bien serrée et longue de l'urètre bulbaire. Actuellement, nous préconisons le prendre en charge en remplaçant ce segment de l'urètre qui est complètement détruit et fermé, et en utilisant un tissu bien irrigué, prélevé de son corps chez lui-même, ou au niveau de sa verge, ou au niveau du scrotum. Mais de préférence, souvent pour nous, pour cause de poils, nous préférons prendre la peau de la verge. Mais une peau bien pédiculaire, bien irriguée, c'est-à-dire avec un pédicule. Direction la chambre d'hospitalisation de Stéphane, où ce dernier accueille le staff médical avec un large sourire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Bébé. Bonjour. Alors, tu as bien dormi? C'est notre jour aujourd'hui, tu sais ça. C'est confiant. Un jour de joie. Ça va. Ça va. D'entrer vraiment dans une année de grâce. Ça va. Ça, c'est une année de grâce vraiment. Ça, j'espère que ça va bien se passer. J'ai déjà l'assurance avec la condition ça que va. Tout se passera bien. Ça va. Dans les meilleures conditions. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
en plaçant comme à son habitude toute sa confiance en Dieu. Mon esprit est vraiment disposé, positif en tout, parce que j'ai la conviction et la ferme foi en mon Dieu que je sais. Et dans toute, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que tout va se passer dans les meilleures conditions. Conscient de l'épreuve qui l'attend, il reste cependant serein et a le ferme sentiment que cette fois sera différente des autres. À ce moment, je pense qu'à quelques minutes que je vais faire mon entrée au bloc de cette phase d'opération qui doit se débuter dans quelques minutes. Vraiment, je me suis préparé et je suis vraiment confiant dans mon état. Donc je ne suis pas, j'ai vraiment un esprit vraiment disposé. Stéphane n'est pas seul dans cette épreuve. Il a le soutien de ses parents venus l'accompagner. Aujourd'hui, je sais que mon fils va rentrer au bloc dans quelques minutes. Et je remets tout à mon bon Dieu. Je remets tout à Dieu. Que tout se passe dans les bonnes conditions. Je suis convaincu que les choses vont bien se passer. Je n'ai aucun doute. Je n'ai pas aucune réticence dans ce domaine-là. Je suis certain que ça va bien se passer. Il est 10 heures. Voilà environ 2 heures que Stéphane a été admis dans le bloc opératoire. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hospitalisation, l'anxiété règne sur le visage de ses proches. Pas besoin d'être devin pour savoir les pensées. Le dispositif qui passe par la vessie, vous voyez comment, hein, on passe de là et ainsi, entre mes deux doigts là. C'est la zone de sténose. La peau scrotale est très. Tu as besoin de quelque chose d'autre. On prend dans l'autre boîte. Elle dit que tu peux avoir du mollet. Grosse mollet. Il n'est pas facile. Parce que tu ne t'es pas laissé. Voilà, effectivement. Tu ne t'es pas abandonné à ton sort. Effectivement. Tu te morfonds sur ta situation. Tu as continué à vivre. Tout à fait. Donc. Et aussi dans le milieu où je suis entouré jusqu'aujourd'hui. Ouais. Avec des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui m'ont donné qui m'ont donné une affection. Et aujourd'hui, cela m'a encore donné plus de force de persévérer vraiment dans ma vie. C'est très délicat. Hein? Il faut changer, il faut toujours changer les gants pour rester propre. Le sang ne doit pas coller sur mes doigts. Voilà. C'est ce que j'aime. Voilà, alors regarde ça. Voilà la sténose. Voilà. On expose le truc là, on fait des trucs, on a plusieurs étapes. Hein. On fait la restriction du segment. Donc tu peux... Le muscle qui est complètement remplacé par la fibrose ici, c'est le muscle bulbo-caverneux qu'on trouve ici, mais qui n'existe plus, hein, complètement remplacé. Ça c'est l'urètre. Ça c'est l'urètre, cette partie. L'urètre est fermé, cette partie est sténosée. La lumière de l'urètre s'arrête ici.
Cette partie-ci est complètement sténosée. Si on laisse ça en place, on n'aura pas l'alignement de l'urètre. Parce que le lambeau, le tuyau qu'on va faire, on va faire un tube là, pour mettre à cet endroit. Pour mettre à cet endroit. On enlève ça et on remet le tube à cet endroit. Alors, nous avons exposé maintenant, la partie proximale de la sténose. Parce que ça, c'est le dilatateur qui est dans la vessie. Et ça sort de la vessie. Et donc, ça, c'est l'extrémité proximale de la sténose. Et l'autre extrémité est ici. Donc, le segment ici, au milieu, ici, est complètement fermé. Il n'y a plus la lumière ici. Voilà. Donc, c'est cette partie qu'on va remplacer maintenant. Là, c'est l'urètre ici. Là, c'est la partie sténosée. Hein, ça. Là, c'est l'urètre, la partie distale, proximale. Donc, on va faire l'anastomose. On va faire un tube qu'on va connecter entre ici et là pour remplacer cette partie, cette portion qui est détruite là. Voilà. Et donc, vous allez me voir couper ça. Voilà. Ça, c'est la sténose finie. Maintenant, il faut reconstruire. Après avoir, après l'anastomose, on a reconstruit le périnée. C'est la reconstruction du périnée. Il faut dire que le muscle caverneux qui est fibrosé, on a essayé de reconstruire là. Et puis maintenant, on va finir la structure sous-cutanée et cutanée pour fermer complètement le périnée. Et puis on va faire la plastie du scrotum. Pas suivi, disent tous le Zinec de jeudi. 12h11, les plaisanteries des médecins dans le bloc laissent entrevoir que l'opération touche à sa fin. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette reconstruction urétrale chez notre jeune ami Stéphane. Nous avons réalisé une urétroplastie par double abord abdominopérinéal, où nous avons construit un lambeau tubulisé pour remplacer les 3 segments, les 3 cm de segments urétral sténosé. Et donc ça s'est bien passé. Nous avons fait la reconstruction du périnée et puis du scrotum. Et c'est bien, on va faire le pansement maintenant. Le pansement sera ouvert dans 24 heures en fonction de comment ça se présente. Nous avons évité de mettre un drain compte tenu du fait qu'on a mis une greffe. Et donc on veut éviter tout le corps étranger à cet endroit-là. On va faire un petit pansement semi-compressif. Il y a une sonde qu'on va garder pendant 3 semaines à 1 mois. C'est cette sonde qui va nous permettre la cicatrice de l'anastomose. La dernière sonde qu'il avait était la sonde insérée directement dans la vessie, une cystostomie, insérée directement dans la vessie de l'abdomen. Maintenant, la sonde est dans le canal naturel, dans l'urètre. Et quand notre anastomose va cicatriser, nous allons enlever cette sonde et il va uriner éventuellement par de voie naturelle. Voilà, donc le calvaire de 8 ans sera fini. Voilà, merci. Son intervention a duré plus qu'on a d'habitude, hein, et tout simplement parce que c'est de multiples reprises déjà, avec une fibrose. Nous avons trouvé une fibrose énorme et on était prudent également pour pouvoir vraiment faire les choses une fois. C'était très complexe, plus que d'habitude, parce que compte tenu de ses antécédents. Et donc maintenant, je crois que nous allons le suivre de près. Et nous sommes confiants, hein, que c'est la fin. Et la poignée de main de Stéphane avec le docteur Ekanet montre qu'elle a été un succès. C'est ce que j'ai écrit depuis le début. Ça,
Il ne me lâchera pas. Et il me tient jusqu'au bout. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. C'est sûr. Merci. Merci. Ok. Nous n'avons pas eu à aspirer beaucoup de sang. Ça veut dire qu'on a essayé de contrôler, faire suffisamment de moscase parce que la zone périnéale saigne énormément. Ça saigne énormément. Donc on a essayé de contrôler ce saignement. Vous voyez, le bocal est vide. Voilà. Alors, où est le père de mon garçon? Comment vous transmettez? Pendant ce temps, dans la chambre de Stéphane, l'arrivée du docteur Ikanet, tout sourire dehors, vient enlever un poids sur les épaules de ses parents, sans nouvelles depuis plus de 3 heures. On a fait exactement la même chose. Et on espère tout ce qu'on attend maintenant, c'est que ça cicatrise. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, dès qu'une lave va arriver là, le tuyau n'est plus sur son ventre, le tuyau est dans le canal normal. Et pour permettre la cicatrisation essentielle. D'accord? Voilà. Quelques minutes plus tard, le brancard qui transporte Stéphane arrive dans sa chambre. C'est le soulagement total. Félicitations. Il est conscient, hein? Il est conscient. C'est professionnel, ça. Une photo avant qu'on mette sur le disque. Quand vous prenez une photo avant qu'on le mette sur le disque. Apparemment, tu aimes les photos, hein? Stéphane est conscient. Il a même le temps de demander à sa famille de prendre une photo de lui. Une photo pour permettre à Stéphane de ne jamais oublier. De ne jamais oublier les épreuves par lesquelles il est passé et la chance qui a été la sienne. Voilà l'une des étapes importantes. On va dire merci à toute l'équipe qui a contribué à réaliser ce chef-d'œuvre. Pas facile de passer plus de 3 heures dans un bloc opératoire. Docteur Ekane, vous êtes encore avec nous sur ce plateau. C'est votre travail. Merci. J'ai eu la chance de prendre en charge ce patient. Je peux dire que ce n'était pas facile, mais on a essayé de faire notre mieux. Peut-être avec un peu d'expérience, on a pu réaliser ce qu'on voulait faire. Et peut-être les résultats nous ont suivis. Voilà. Alors, Adolphe Ikome, docteur Ekane le disait encore, que c'était une opération ou alors une pathologie très compliquée, difficile à prendre en charge. Il fallait avoir du courage, savoir où on va. Alors, je voudrais commencer par féliciter le docteur Ekane, non pas uniquement pour la réussite de son intervention, mais pour sa façon de pratiquer la médecine. Il accorde une place importante à la communication. Plus il y a d'explications sur l'intervention, moins il y a de place pour l'anxiété qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, le patient sur le plan physiologique soit excessivement activé et que ça stresse un peu tout le monde, y compris le praticien qui intervient. Donc il n'a pas laissé le temps à ce jeune homme de trop s'inquiéter. Dès le moment où il est allé le voir dans sa chambre pour lui dire que c'était l'heure de l'intervention, il l'a rassuré. Et même pendant qu'il était au bloc en train d'opérer, il continuait à parler, à entretenir, ce qui donne le sentiment à celui qui est allongé que la situation est sous contrôle et que le médecin sait exactement ce qu'il est en train de faire et que ce qu'il est en train de faire, il est satisfait du déroulement de l'intervention. Et tout ça, ça rassure. Et donc, il a rassuré non seulement ce patient qu'il a opéré ce jour, mais tous ceux qui, dans l'avenir, auront à effectuer ce type d'intervention parce qu'il a démystifié cette intervention. Ce qu'il a fait et dit autour de ça, je pense que ça a eu un impact
énorme. Ce qui n'est pas facile pour beaucoup de médecins. Pour beaucoup de médecins, voilà. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Duale Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien. Oui, vous êtes le papa de Stéphane. Tout à fait. Heureux de ce geste, de ce qui est fait jusque-là? Pardon? Heureux de ce qui est fait déjà jusque-là sur votre fils? Tout à fait, tout à fait. Oui. Extrêmement heureux. Mais on vous a vu en image, tout anxieux, un peu comme si vous n'étiez pas confiant. Vous aviez peur? Non, pas du tout peur. Je peux un peu m'exprimer. Dès la première rencontre, j'ai rencontré plusieurs médecins. Et je remercie M. Ekane de l'expression qu'il a utilisée tout à l'heure. Il n'a pas simplifié les médecins des urologues. Il a dit que tout urologue peut avoir échec à tout niveau. J'ai apprécié cette expression tout à l'heure. Alors, par suite, lorsque je rate la première voie pour l'Inde, j'ai eu beaucoup de courage à travers Equinox. Je crois, quelque part, je vous ai aussi félicité, M. Flavien, M. Samuel Toufa, parce qu'on a eu parfois à discuter au bureau. Vous m'avez toujours suivi, vous m'avez toujours écouté, du fait que je vous ai beaucoup balancé avec plusieurs médecins. Je vous ai balancé, vous avez fâché ma niveau à dire, bon, c'est vous le père, mettez votre signature. Je vous dis, je suis convaincu avec un docteur que j'ai rencontré quelque part qui s'appelle Dr Ekane. Pourquoi? Je vais expliquer dans le monde entier. Sa compétence, il m'a convaincu du fait qu'il m'a sorti un format dans son bureau avec un ciseau à me faire un schéma. Ayant fait l'école, nous on faisait ce qu'on appelle le dessin. Tout le monde, nous sommes passés par là. Lorsque je vois son schéma qu'il me présente, je vois un plombier devant moi avec un tuyau d'eau coupé en deux. Ce que je n'avais jamais eu l'expression dans tous les hôpitaux où j'ai pataugé dans le Cameroun. Alors, je n'étais pas convaincu du fait que je voyais souvent l'urétroscopie. Lorsqu'on fait une rétroscopie dans des centres, que ce soit régional de Bafoussam, que ce soit à Yaoundé, j'étais présent. Je faisais mes petites observations dans l'appareil à voir que l'urètre de Stéphane était cousu dès l'hôpital de district de Bafoussam. Mais le docteur Ekane m'a convaincu à comprendre que lorsqu'il y a un tuyau d'eau coupé en deux, on ne peut pas associer le tuyau d'eau. On doit chercher un complément à placer au milieu pour joindre les deux bouts et mettre la colle, l'eau circule sans problème. C'est là où j'étais convaincu. Je suis rentré vers vous dire que vous m'avez dit de signer, j'ai signé pas. J'étais convaincu que ça pouvait aller. J'applaudis d'abord pour cette étape. Ça revient à vous dire... Mais pourquoi vous étiez anxieux pendant que Stéphane était au bloc opératoire? J'étais anxieux pendant que Stéphane était au bloc opératoire. C'était... Qu'est-ce qui me parvient d'abord? En premier lieu, je regarde comment certains médecins, les médecins parfois doivent laisser quelqu'un faire son travail. Les médecins, un conseil pour les médecins, chacun a sa spécialité. Lorsque ce n'est pas votre spécialité, lorsque vous me voyez faner là, je voyais ce qui m'est arrivé à l'hôpital de district de Bafoussam. C'est par degré de force qu'on m'a fait un transfert pour Bafoussam. Ce n'était pas peut-être l'enfant pouvait mourir à l'hôpital de district. Le docteur m'a demandé, j'ai dit ouvertement, il est en train de me suivre. Vous avez une caution de 500 000, j'ai dit mon enfant ne coûte pas 500 000. En appelant mon petit de venir avec la voiture, on l'a transporté avec le sang sur lui du bloc pour régional. On m'attendait à la suite. J'ai versé des cautions. C'est là où ça me rendait soucieux de dire comment est-ce que lui ne pouvait pas voir comme ça et envoyer chez un urologue. C'est là où vous voyez, ça me rendait très, très soucieux parce que je voyais déjà les efforts de Dr Ekane, je voyais déjà le succès venir. Mais le passé me donnait beaucoup de stress. Vu les dépenses que j'ai déjà fait, des millions versés de part et d'autre, ça me donnait beaucoup de stress. Que voilà le moment où je trouve un médecin, je regarde mon retour, je regarde mon arrière, ma vie que je reprends à zéro, tout ça,
Comment sera cet enfant que c'est carré, tout console le monde, la famille? C'est là où vous voyez, là. C'est l'image que vous voyez. D'accord. Alors, docteur Ekane, plus de 3 heures de bloc. C'est dit que c'était une opération pas facile, vous l'aviez dit déjà, mais seulement, à quel moment vous vous êtes dit, ici, je vais réussir? Oui, à quel moment on dit, je vais réussir? D'abord, planifier l'intervention. Comprendre la pathologie. Le père vous a dit que je lui ai fait un dessin, parce que j'ai regardé le cliché que j'ai analysé. Et les principes de la réparation de l'urètre sont standards, c'est connu. Vous les respectez, vous avez les moyens de le faire, vous avez de fortes chances, je dis toujours de fortes chances de réussir. Alors, quand j'ai analysé les images, je l'ai examiné, je savais que j'avais 2 options. Et le mettre sur la table, j'ai choisi une des options. Et j'ai suivi ma décision. Votre instinct. Et je suis allé jusqu'au bout. Mais il faut dire, s'il y a, souvent on dit en chirurgie, les secrets, c'est la persistance dans la conviction. Si vous êtes convaincu que la technique que vous allez utiliser a fait ses preuves, parce que nous lisons les revues, la littérature, ce que les autres ont fait, la comparaison des réussites, vous voyez, et ce que vous avez fait vous-même comme expérience. Quand vous êtes en train de faire, je crois que je peux dire que Stéphane n'était pas le premier de ce genre de cas, ce qui fait que j'étais moins stressé, parce que je savais ce qu'on devait faire. Et une fois qu'on a identifié, on a isolé le manchon de la sténose, et qu'on a pu le libérer, et on a vu la distance, et on a eu notre matériel greffe préparé et en bon état, surtout en bon état, on s'est dit non, là ça va aller. Voilà. Parce que le danger dans cette réparation, surtout pour un patient comme lui, qui a eu beaucoup d'interventions, qui a ce que nous appelons beaucoup de fibrose, c'est-à-dire les tissus de cicatrisation. La vascularisation, c'est-à-dire l'apport du sang dans ces tissus-là, est souvent très faible, et donc ça retarde beaucoup de choses. Ce qui fait que ce que vous utilisez comme élément de remplacement, ce que nous avons appelé là le tube, l'embout tubulisé, si ça ne prend pas, prendre ça veut dire que ça doit s'intégrer dans le tissu où vous l'avez inséré. Si ça ne prend pas, ça va se nécroser, ça veut dire que la zone là va se refermer. Mais voilà, donc vous devez vous assurer que le tissu est de bonne qualité, bien irrigué, et que surtout la couverture antibiotique est satisfaisante. Donc comme j'étais sûr de la couverture antibiotique... Après l'opération, combien de temps il a passé à l'hôpital? Après l'opération, d'emblée, il faut dire que son cas était spécial. Hein. Son cas était spécial. Pourquoi? Il a passé 1 mois et quelques jours, mais précisément 1 mois à l'hôpital. Et j'avais prévu ça. La raison étant qu'au départ, Stéphane, résident à Bafang, quand il est venu et on avait décidé que les 2 premières semaines, il va passer à l'hôpital. Et puis le reste du temps, il va rentrer à la maison et venir à l'hôpital pour les soins. Mais les conditions dans son entourage, oui, l'environnement n'était pas... vous savez, tout le monde était stressé par son travail, par son problème, et on ne voulait pas quelque chose qui pouvait en quelque sorte entraver la réussite de notre travail. Donc on a préféré qu'il reste à l'hôpital jusqu'à l'ablation de la sonde. D'accord. Alors, Stéphane a passé
1 mois et poussière dans cette clinique et il était entre de bonnes mains et on a bien constaté d'ailleurs que l'opération s'est bien déroulée. Je vous invite à suivre ceci et juste après, nous allons accueillir notre invité. Le jour se lève à peine. Stéphane observe l'extérieur depuis sa chambre d'hospitalisation. Il est temps pour lui de quitter cette formation sanitaire, parce que désormais bien portant. L'arrivée du personnel soignant dans sa chambre cette matinée-là annonçait le début des modalités du départ. Mais tout cela se fait à travers des témoignages. Moi, je suis très content de retourner en famille. En étant en bonne et due forme. Bon, vraiment, merci. Nous sommes vraiment contents de te savoir. Toujours. Je ne dois jamais tout rester toujours gravé dans ma mémoire. Moi particulièrement, je suis très très joyeuse. Parce que quand il est entré ici, il n'était pas vraiment sûr de se retrouver, de répondre entre parenthèses. On se comprend très bien. Avec le temps, avec les soins qu'il a reçus, avec le temps, il nous a dit non, ça va de ce côté-là et tout. Bon, c'était le plus important. Si aujourd'hui il est comme il est là, vraiment, c'est toute l'équipe qui est contente. Il est déjà comme un membre de la famille. C'est vrai, ça va un peu nous faire mal qu'il parte, mais le plus important, c'était qu'il parte en étant en santé. Je suis fier de Stéphane parce qu'on était au bloc ensemble quand on l'a opéré. Aujourd'hui, quand je le vois dans cet état, je suis heureux. Dieu a fait le miracle que le docteur a accompli. C'était pas évident tous les jours, mais par la grâce de Dieu et par l'expertise de docteur Ekane, il va mieux maintenant et il est prêt à rentrer à la maison. Ça nous fait mal certes, mais nous sommes très contents qu'il rentre chez lui en bon état. Quand il entrait, je ne voyais pas le sourire. Aujourd'hui, quand il le retrouve avec le sourire, moi-même je suis fière. Pour avoir passé des mois dans cette formation sanitaire, l'émotion était à son comble. Dr Ekane, chirurgien urologue et ses proches collaborateurs ont non seulement été fiers du travail accompli sur Stéphane, mais également victimes du syndrome de la séparation. C'est le moment, Stéphane. Voici le rapport médical. Il faut dire, le docteur Zingeng, c'est lui qui vous a amené ici. Ah oui, docteur. Parce moi, que je lui donne le chapeau et on a reçu l'information sur votre cas. On est tous très contents de te voir à la fin de tout ça, en état où tu te trouves maintenant, prêt à rentrer. Je ne sais pas, docteur a quelque chose à dire à son fils. Je voudrais remercier Equinox TV et tous ses nombreux téléspectateurs à travers le regard social. Aujourd'hui, c'est peut-être le témoignage de l'aboutissement de ce processus avec Stéphane. Effectivement, j'ai rencontré Stéphane la première fois il y a 1 an. C'est à travers le pasteur Ngankou, le révérend Ngankou, qui est pasteur à l'église évangélique de la Cité des Palmiers, où je suis conseiller paroissial. Et lors d'un conseil paroissial, il est venu nous présenter le cas, disant que voici un jeune homme qui a fait plusieurs années avec une sonde, qui n'arrivait pas à uriner, etc., à la suite d'un accident. Et c'était par rapport à une collecte de sous pour l'amener soigner en Inde. Et donc, il a quand même pensé me tenir au courant en tant que médecin de la paroisse et aussi de par ce qu'on a déjà pu faire de par le passé et comme conseil paroissial. Et donc, il était question qu'on complète l'argent pour qu'il aille se faire soigner à l'étranger. J'ai dit ok, de toute façon, il peut venir nous voir à la clinique Bel Air Plus où mon confrère et frère, Dr Ekane, avec qui j'ai cheminé depuis plusieurs années, je crois que ça fait au moins 30 ans qu'on se connaît, et depuis les bancs, et après on a cheminé ensemble. J'ai dit, on a fréquenté à Yaoundé, puis Belgique, la spécialisation en Belgique, en Suisse. J'ai dit, à ma connaissance, il est possible qu'il puisse donner son expertise pour ce cas précis. Et toutefois, il ne fallait pas interférer parce que
Je lui ai dit, ok, vous venez, vous allez consulter mon confrère. S'il est question que vous allez en Inde, de partir, parce que le patient qui est dans sa tête veut partir, partira. J'ai dit, ok, il va faire le point. Si vous jugez bon qu'il puisse le prendre en charge, il va le prendre en charge. Et je crois que dès la première consultation avec son frère, qui est passé témoigner aussi à l'église évangélique il y a quelques temps, ils ont été séduits par les explications de mon confrère et voilà, se sont prêtés à l'exercice. Je crois que ce n'était pas un hasard, c'est la technicité. Je crois qu'on a travaillé et on l'a opéré et il était très content déjà de commencer à faire pipi de lui-même et de retrouver quelques mois après une érection et une certaine vie parce qu'il avait perdu le goût de la vie, perdu peut-être l'espoir même de la fertilité, même l'espoir de l'épanouissement personnel, parce qu'un homme qui marche avec une sonde à cet jeune âge, je crois que c'était 18 ans. 8 ans, docteur. Pendant 8 ans. C'était vraiment difficile. Lui-même, il vous a raconté ce qu'il a pu vivre entre-temps. Je pense qu'avec la grâce de Dieu et à travers nous, à travers mon frère, Dr. Kané, peut-être on est arrivé à bout, à lui donner un souffle de vie, enfin l'espoir de vivre et pourquoi pas. Demain, nous sommes sur la longueur d'onde aujourd'hui par rapport à la procréation éventuelle. Véritable moment de témoignage. Occasion pour les grands-parents de Stéphane de se dévoiler. Merci le docteur. Monsieur Bekane, vraiment, il a vraiment sauvé mon petit-fils après 8 ans de souffrance. Vraiment, un miracle, vraiment. Incroyable. Et je dis merci aux hommes de bonne foi qui ont pu cotiser. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Ça, je suis fier de le voir. Merci Equinox. Je ne sais même pas quoi dire parce que mon petit-fils, avec tant d'opérations, Bafan, non réussi, Bafoussam, non réussi, Yaoundé, non réussi, on nous a demandé de le déporter en Inde. On ne savait pas qu'il y avait un ange gardien du nom de Dr. Ekane qui était à côté. On allait chercher loin et pourtant notre sauveur, eux tous étaient à côté. Je dis merci au Seigneur, merci aux âmes de bonne volonté qui ont pu se transpirer pour nous mettre la main pour sauver mon petit-fils. Je me remercie Equinox qui a ouvert cette route où on aboutit au bonheur. Merci à tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Ok. Bon, il y a quelques petites consignes qu'on donne quand on fait une réparation comme ça, vous savez, avec tout ce qu'il a eu avant. Il y a le suivi qui est très important. Donc on va le revoir régulièrement pour évaluer son jet urinaire et faire des calibrages. Ce qu'on appelle calibrage, c'est essayer de mesurer le diamètre de canal qu'on a refait, n'est-ce pas? Et pour que ça reste toujours perméable, n'est-ce pas? Et voilà, donc on va le revoir très souvent, de temps en temps, jusqu'à ce que la situation soit stable. Voilà. Le jeune homme se sent mieux. Mais pour plus de prudence, il y a des consignes du médecin traitant qu'il faut respecter. Maintenant, quand on enlève la sonde comme ça, tu sais que ta vessie n'a pas travaillé pendant longtemps. Tu peux avoir des petites difficultés à uriner, mais ça, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas trembler sur ça. Ça peut arriver parce que la vessie était endormie pendant longtemps. Même si le jet urinaire est normal, on va faire le calibrage dans quelques jours, n'est-ce pas? Et puis, au fur et à mesure, on va suivre ça. Pour la procréation, avec le temps, on va faire le spermogramme, on va faire des choses comme ça pour pouvoir évaluer, n'est-ce pas, ton niveau actuel, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ces consignes-là que je voulais te donner face à face, n'est-ce pas? Voilà. Je vous tiens encore un grand coup de chapeau pour ce que vous avez fait pour nous. Aujourd'hui, je suis joyeux, je suis content de retourner avec les amis, vraiment, et continuer mon football comme auparavant. Et vraiment fêter en famille, vraiment, et
vraiment reprendre les activités normalement. Après toutes ces années, 8 ans de souffrance, vraiment aujourd'hui, je me retrouve délivré. Vraiment, je peux dire, vraiment, je suis délivré. Vous m'avez délivré, docteur. Qui continue de vous bénir et qui continue de vous garder et vous donner longue vie, docteur. Merci. Parce que beaucoup en souffrent comme moi dehors. Merci. Et je souhaiterais vraiment que le Seigneur les guide à ce que vraiment il vous retrouve. Merci. Vraiment, docteur. Merci. Mais à partir de cas comme le tien, le public sera informé et peut-être il y en a qui ne savent pas qu'on peut rendre un service comme ça. La solution est parfois à portée de main, surtout lorsqu'on pense qu'elle est ailleurs. La sortie de l'hôpital de Stéphane n'a cessé de susciter l'émotion. Nous sommes heureux de voir Stéphane content aujourd'hui parce que quand il est arrivé ici, il était rempli de désespoir. Aujourd'hui, on voit le sourire sur son visage, ça nous comble de bonheur. On nous remercie tous les docteurs, docteur Ekani et le docteur Tingong, du travail qu'ils ont accompli. Serre encore la main pour le travail que tu as bas aussi auprès de ces médecins, docteurs, parce que depuis les mois que j'ai passé ici, j'ai vu vraiment ton travail. Je dis merci et pour ce que tu as aussi fait pour moi, toujours à mes côtés. Toujours à mes côtés, ça c'est un grand souvenir de toi mon frère. Je dis merci encore, et grand merci. Que le Seigneur aussi te préserve vraiment une longue vie et te garde vraiment. Merci. Que tu continues le même travail sur les autres patients qui viendront ici. Avant ça, partout où tu es, tu peux voir ça pour la suite. C'est comme ça. Ok. D'accord. Allez, à bientôt. Je suis très content. J'ai un chant vraiment à élever une voix, à élever. Ça va. Le Seigneur, ça va aller. Merci. Au revoir, docteur. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Tonton Fabien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs qui sont là ce soir. Et bonsoir à mon médecin, mon ange gardien, docteur Ekane. Et bonsoir aussi à papa qui est là. Bonsoir aussi au docteur qui est là. Vraiment, bonsoir à tout le monde. C'est une joie, je suis tellement content. Vous êtes vraiment heureux, c'est visible, ça se voit. Oui. Donc on n'a pas besoin de poser des questions. Tout à fait. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, très bien qu'auparavant. Très bien dans ma peau. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, lorsque je regarde le passé et le présent, vraiment, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour, puisque j'ai traversé vraiment le calvaire. Quelqu'un qui a passé... Moi, j'ai passé 8 ans, vraiment avec une sonde urinaire, avec une poche, tout ça. Dans cette souffrance, dans cet état, c'était pas facile pour moi, mais je gardais toujours espoir. Je gardais toujours espoir. Il y avait vraiment la tête haute et je tenais bon. Je comptais sur le Seigneur et qu'un jour, je vais vraiment trouver la guérison. Oui. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai cette guérison. J'ai trouvé vraiment cette guérison. Je suis très content. Alors, Adolphe, comme c'est un jeune homme tout heureux, comme qui dirait. C'est un jeune homme heureux. C'est un jeune homme qui retrouve la vie qu'il avait perdue, parce qu'il était question de ça. Il avait perdu sa santé. Il avait perdu ses rêves de devenir... ou bien de jouer au football, et peut-être de fonder une famille. Et à travers cette intervention, la réussite de cette intervention, il récupère cette vie-là. Maintenant, tout au long du reportage, on a pu voir que même avant l'intervention et aussi après l'intervention, il a été beaucoup soutenu. Il a été beaucoup soutenu. On a parlé beaucoup de spiritualité. Dans une situation comme celle qu'il traversait, où nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait énormément de problèmes d'ordre psychologique dans lesquels il pouvait se retrouver, la dépression, l'anxiété, un nombre important de choses qui le guettaient. Il a eu
la spiritualité a joué chez lui un rôle important. Ça a contribué à faire en sorte qu'il puisse résister, qu'il soit résilient. Ça a été pour lui un facteur de protection qui a fait en sorte qu'il ne soit pas si vulnérable au point de tomber, au point de développer un certain nombre de problèmes d'ordre psychologique. Donc, la famille également était présente. Il était entouré, il était soutenu. Il a vu comment tout le monde s'est mobilisé au niveau de la famille, mais aussi au niveau de l'Église. Donc, tous ces soutiens ont joué un rôle important, même, je dirais, jusqu'au niveau de la réussite de cette intervention. Vous savez, parfois, on va au bloc avec un patient et il commence à faire de l'hypertension, tout simplement parce que il est très, très stressé. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'était très important. La solidarité également, dont il a bénéficié, même des personnes qu'il ne connaît pas, par le canal certainement d'Equinox Télévision, tout ça a contribué à faire en sorte qu'il ne se sente pas seul, qu'il se sente soutenu et qu'il ait la force, n'est-ce pas, de tenir. Alors, on va dire merci à tous ceux qui contribuent ou qui ont contribué donc, la prise en charge, pour la prise en charge de Stéphane, qui est avec nous sur ce plateau. On le constate d'ailleurs avec beaucoup de joie. Dr Ekane, lorsque vous regardez Stéphane aujourd'hui, vous dites que c'est un homme accompli, qui retrouve toute sa santé? Oui, je crois qu'en le voyant, ce n'est pas la personne que vous avez reçue ici. Oui. Je crois c'était le 21 mars 2019. Avant son intervention. Et il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an depuis son opération. Et donc, si on est à 1 an, il n'a pas de sonde, il n'a rien, ça veut dire on peut dire qu'on est vers la guérison, si ce n'est pas la guérison. Nous sommes satisfaits. Et surtout, je voulais dire, Stéphane a beaucoup contribué, lui-même depuis notre rencontre, à la réussite, si je peux le dire, de son intervention et à l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Parce que, contrairement à beaucoup de patients que nous connaissons, il est très, très compliant. Il suit les instructions. C'est vrai que de temps en temps, j'ai eu à crier un peu sur lui parce qu'il n'a pas honoré un rendez-vous que j'avais donné. Mais je crois que c'était la joie de retrouver lui-même dans un autre état. Et donc, je crois que nous sommes satisfaits et nous espérons que, comme j'ai dit le jour de sa sortie, c'est un patient que nous devons suivre, qui doit toujours rester en contact jusqu'à un certain temps. Alors, en 30 secondes, Stéphane, qu'est-ce qui... tout marche maintenant, je veux dire? Oui, tout marche. Vraiment, on a suivi une infirmière qui disait qu'on avait peur de quelque chose. Elle n'a pas terminé la phrase. Puisque... Non, je vais terminer. Lida a terminé sa phrase. Ce qu'elle voulait dire là-bas, c'était que, puisque je suis un homme, elle avait peur que, bon, c'était mort en bas, définitivement. Maintenant, c'est pas mort. Oui, c'était mort, donc ça ne s'élevait plus. Actuellement et actuellement, vraiment, c'est debout. Hein? C'est debout, c'est vraiment debout. D'accord. Alors, puisque, pour utiliser son expression, c'est debout, je voudrais également vous inviter à suivre cet autre reportage qui révèle un autre aspect de la vie de Stéphane. C'est un jeune homme requinqué, à la limite un peu vantard dans sa démarche, que nous rencontrons dans les ruelles du quartier d'Ogbong à Douala. Stéphane, c'est son prénom.
Celui qui dégage la vie vient de passer plusieurs années de souffrance. Dans la rue comme à domicile, c'est une pluie de remerciements pour la santé retrouvée. Je dis merci aux médecins qui ont pris charge de cet enfant et toutes personnes de bonne volonté qui ont soutenu cet enfant. Que son nom soit béni. Que le Dieu Tout-Puissant vienne aider tout le monde et montrer la preuve comme il a montré sur cet garçon. Je dis gloire à Dieu. Merci pour l'équipe Equinox qui ont pris la charge pour cet enfant durant tout le temps de cette difficulté. Je dirais merci équipe Equinox. Bravo, bravo, bravo. C'est un sentiment de joie. C'est mon petit que j'ai connu depuis. Il est tombé malade. Maintenant ça va. Il est sur ses 2 pieds. Il se bat pour atteindre les 2 bouts. J'espère qu'avec l'appui du Seigneur, il doit s'en sortir et revenir le même qu'avant. Il faut qu'il trouve un emploi et essayer aussi d'aider sa famille qu'il a tant supporté au moment où il était dans les détresses. Je souhaite à votre équipe un bon tournage pour que ça puisse se réaliser dans les bonnes conditions. Stéphane est un fervent fidèle de l'église évangélique du Cameroun. Depuis qu'il a retrouvé la guérison, sa foi ne cesse d'être renforcée. D'ailleurs, il est choriste en temps plein. Mon quotidien maintenant, c'est l'église et tout, rien que l'église. Et actuellement, quand vous venez, je sortais de l'église, je sortais répéter, puisque c'est mon passe-temps. Et vraiment, dans le Seigneur, il y a la joie, il y a tout. Vraiment, je rends encore grâce à lui. Et aujourd'hui, on a bien travaillé, on a répété. Entre-temps, je peux vous exécuter l'un des chants que nous avons travaillé. Je veux vivre et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Suis né puis influencé, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Vraiment, depuis que je suis entré, vraiment, j'ai connu le Christ. Et plus dans l'église évangélique du Cameroun, que je sers, je suis servant aujourd'hui. Je suis content, vraiment, et je suis vraiment très heureux. Puisque aujourd'hui, tous les frères en Christ et tout le monde qui m'ont porté, vraiment qui m'ont soutenu, des frères, des amis et tout. Vraiment, quand j'étais là-bas, j'étais vraiment déprimé, ils m'ont donné l'espoir, ils m'ont soutenu, ils m'ont vraiment donné la joie de vie. Et entre-temps, pour moi, je suis tombé dans vos mains, regard social, toujours en passant par le canal de langue d'une sœur. Aujourd'hui, vraiment, je rends grâce. Je dis merci aussi à l'église évangélique du Cameroun, vraiment, qui m'a porté, qui m'a soutenu. Notre arrivée au domicile familial de Stéphane, au quartier d'Orbon à Douala, était l'occasion pour ces derniers de rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour la recherche de sa guérison. Je suis vraiment très content de recevoir la grande équipe de regard social à la maison. Tonton Flavien Dongo et tonton Warren Z2 et vraiment et toute son équipe. Je suis très ravi vraiment durant ces 2 ans que j'ai passé au moment de la souffrance. Aujourd'hui, je suis guéri. Vraiment, je rends grâce à Dieu et tous ceux qui m'ont soutenu. Vraiment, je rends aussi grâce à Equinox TV. C'est vraiment de l'œil de l'espoir. L'espoir, vraiment, c'est Equinox. Donc, vraiment, je rends aussi grâce à son directeur, papa Séverin Tchunke, qui vraiment porte ses enfants, qui soutient vraiment ses enfants, qui apporte vraiment la joie. Aussi des âmes de bonne volonté, vraiment, je les rends grâce et je les dis merci. Ce n'est que Dieu qui pourra le récompenser dans ce qu'ils font. C'est à la sonde qu'il a traîné durant des années. Aujourd'hui, aux oubliettes. Aujourd'hui, quand je m'habille, je pense au passé. Quand j'avais la sonde, aujourd'hui, je n'ai plus la sonde. Je m'habille et tout, vraiment, je suis content. J'ai passé 8 ans avec la sonde aujourd'hui. Moi, quand je pense au passé, moi, je vois la vie présente, la vie que j'ai aujourd'hui, vraiment, ça me rend joyeux. Moi, je suis très content.
Lorsque je me retrouve vraiment, je n'ai plus cette charge sur moi, cette sonde, ce fardeau que je traînais tous les temps. Vraiment, la souffrance est finie. Je rends grâce à Dieu. Regard social sur Equinox Télévision n'a jamais cessé de faire des merveilles, en donnant le sourire à ceux qui n'en avaient pas. Et tout cela se fait avec le soutien des âmes de bonne volonté, qui constituent cette chaîne de solidarité. Pour Stéphane, mener une activité génératrice de revenus serait un plus pour sa nouvelle vie. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore un emploi. J'ai eu la guérison, mais actuellement, je rends grâce, je demande encore au Seigneur de me trouver de quoi faire un emploi pour pouvoir sortir de la maison. Et je sais qu'il doit réagir par rapport. S'il a fait pour ma maladie, c'est qu'il va encore le faire pour le travail. Vraiment. Et que je lui remets tout, je lui confie tout. Je continue à lui confier tout. Je sais qu'il va réagir. Stéphane avoisine la trentaine. Il est bourré de talent et d'énergie. Il a besoin de mettre à profit ses compétences pour éviter d'être dépendant. Voilà donc la nouvelle vie de Stéphane. Stéphane a repris le chemin des stades. Vous l'avez vu en plein exercice. C'était sous la houlette, bien entendu, de Dani Warenzede, qui est un encadreur de sport également. Alors, docteur Ekane, pour Stéphane, vous nous rassurez qu'il fera des enfants sans problème? Oui, est-ce que je peux répondre par l'affirmative? Peut-être oui. Vous savez, c'est une évaluation scientifique qui nous permet de donner une réponse de certitude. Concernant cet aspect, comme j'ai dit à l'entame de notre émission, qu'un patient comme lui qui a ce genre de problème peut avoir un impact sur son potentiel de procréation. Et donc, une fois qu'on a libéré la voie de notre patient et on a pu enlever la sonde avec une perméabilité confirmée du canal, on a dû, après quelques mois, j'ai fait une évaluation de la qualité de son liquide séminal. On dit simplement, je lui ai fait faire un spermogramme. Et ce spermogramme a présenté les caractéristiques satisfaisantes. Alors, le public parle des jumeaux. Ah oui, les jumeaux, ça va venir. Ça va venir. Alors, vous savez bien que pour pouvoir obtenir le liquide séminal, il faut un processus et il faut que l'organe réponde d'une manière spécifique. Ça veut dire que ce côté a été également testé. Pour me moquer un peu à mon fils, parce que je l'appelle mon fils, oui. Il est venu même me présenter sa petite amie à je crois que nous sommes rassurés. Oui. Nous sommes rassurés. Mais toujours, il faut être très très prudent chez les patients, surtout comme lui. La première chose, il doit avoir en tête qu'il est différent des autres. Il est susceptible. Ça veut dire qu'il doit éviter à tout prix d'avoir le même traumatisme. Parce que si il est exposé, je dis parce que je l'ai vu sur un terrain de foot, il doit éviter un traumatisme de son urètre. Parce que la réparation sera très très difficile.
les lésions peuvent être très très sévères pour un impact presque négligeable. Et ça va comprimer aussi les autres éléments. D'accord. Mais vraiment, en dehors de ça, je crois que nous sommes sur la bonne voie pour son avenir. D'accord. Le médecin nous rassure que tout est parfait et que ce sont les jumeaux que nous aurons dans les prochains jours. Ah oui. Effectivement, tout va bien. Merci. Mais il vous reste quand même un point important, que vous n'allez pas élaguer du revers de la main. Il vous faut un emploi. Ah oui, il me faut un emploi pour le moment, mais en toute chose, il faut toujours confier au Seigneur comme je l'ai fait auparavant. Je le confie toujours au Seigneur et il agira. Vous êtes allé présenter votre futur fiancé à votre papa, qui est votre médecin en même temps. C'est pour dire qu'il va falloir s'occuper de cette fiancée si jamais tout ça accomplit. Ah oui, effectivement. Je l'ai fait puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus mon médecin, c'est mon papa. Oui, mon papa, et il demeurera mon papa. D'accord. Oui. Donc il vous faut une activité génératrice de revenus pour entretenir les autres aussi. Vos parents ont énormément dépensé. N'eût été les contributions des âmes de bonne volonté, vous ne serez certainement pas en état aujourd'hui. Effectivement, aussi, je tiens aussi à remercier tous les âmes de bonne volonté et à remercier vraiment l'Église évangélique du Cameroun. Aujourd'hui, je suis l'un des fils. Et je remercie aussi toute cette équipe vraiment qui était auprès de moi et qui me soutenait dans cet état. D'accord, je ne voudrais pas vous faire des jaloux parce que vous n'aurez pas cité tout le monde ici. C'est le temps pour nous d'accueillir Irène Tembe qui est déjà là. Bonsoir Irène. Bonsoir Flavien. Je vous vois sourire, pas comme d'habitude. Vous regardez Stéphane, mais dommage, vous êtes... Flavien, Stéphane, c'est mon fils, ce n'est pas... Non, j'ai rien dit. Non, c'est... Avec Stéphane, on a eu à entretenir, on entretient déjà en dehors de l'émission une relation mère et fils. Il a l'habitude de dire maman I, donc on reste mère et fille et on a traversé cette étape ensemble. D'accord. Donc on a été avec papa, avec maman, on était ensemble et tout. Et on a travaillé dur depuis son passage ici sur ce plateau le 21 mars 2019. Parce qu'il faut l'avouer, ça fait bien, pratiquement, d'ici un mois, quelques jours, on dira 2 ans. 2 ans qu'il subit le calvaire, on peut dire pas le calvaire, la guérison, qu'il est sur les pas de la guérison. Donc nous avons perçu des contributions et pendant même l'émission, on a également encore perçu certaines contributions, ce qui a permis d'augmenter pas la cagnotte, qui a permis d'augmenter le total des contributions de Stéphane. Actuellement, Stéphane a un montant de 3 544 615 francs CFA. Et comme dépenses, les dépenses s'élèvent à 3 445 200. Il est à noter que dans ces dépenses, le 10, c'est-à-dire le 10 mars, nous nous sommes rendus à l'hôpital. Nous avons effectué un premier versement de 1 210 000 francs CFA. Et le 12 mars, nous avons effectué un deuxième versement de 728 200 francs CFA. Le reste, c'est comme disait le médecin, la prise en charge dans l'achat des médicaments, les examens, tout ce qui tournait autour. C'est ça qui a permis d'avoir une dépense de 3 445 200 francs CFA. Donc, Stéphane retournera avec le montant de 99 415 francs CFA pour essayer de voir un peu comment il peut, en attendant de trouver un emploi, peut-être soulager papa, peut-être soulager maman, peut-être se soulager lui-même avec cet argent. Donc nous disons déjà à nos âmes de bonne volonté, merci, merci à ces personnes qui ont cru en nous, merci à ces personnes qui ont cru qu'on pouvait sauver Stéphane et merci surtout au Dieu Tout-Puissant parce qu'on ne peut rien sans lui. Donc nous le disons merci et nous allons continuer à dire, Flavien, il faut préciser à nos chères âmes de bonne volonté de faire attention aux fake
fake numéro de regard social qui s'affiche sur les réseaux sociaux actuellement. Seul le numéro de téléphone affiché au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, sont les seuls numéros habilités à recevoir vos dons. Soyez vigilants s'il vous plaît, parce qu'actuellement, il circule sur la toile des faux numéros avec le profil de regard social. Donc nous disons déjà, nous attirons l'attention de nos chers âmes de bonne volonté de bien vouloir être vigilants sur les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et il y a uniquement la page d'Equinox Télévision qui vous communique les numéros de regard social. Il y a également une autre page de regard social qui s'appelle Cas social de regard social. Bien vouloir être vigilant. Encore merci. Merci à vous Irène, merci également à nos chers téléspectateurs aussi. J'allais oublier un petit truc, Flavien. Oui. Nous avons ici la liste de toutes les personnes depuis le 21 mars. Il s'agit de 9 pages qui ont contribué pour le cas de Stéphane oui. Avec les numéros de téléphone. Il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu donner leur contact. Donc Stéphane aura la possibilité de contacter ces différentes personnes pour remercier du geste qui a été fait. De façon individuelle. De façon individuelle. Il y a également ici la liste des différentes dépenses qui ont été effectuées tout au long de ces 2 années pour le cas de Stéphane. Donc nous remettons ce joli paquet à Stéphane afin qu'il puisse prendre soin. Je vous le remets. Voilà. Merci, c'est un honneur et je remets à Stéphane. On se retrouvera prochainement pour le sol. Voilà. Alors, Stéphane a besoin d'emploi. Tout à fait. Oui. Il est un homme aujourd'hui. Donc, il a besoin d'emploi. Et les hommes de bonne volonté vous suivent. Ils vont certainement faire quelque chose pour vous. Merci, Stéphane. Merci aussi. Merci beaucoup de courage à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, cher docteur Ekane. Stéphane vous appelle... Mon père. Son père. Et à vous, comme Adolphe Ndjonjo, merci. Merci à vous d'être venu. Nous n'allons pas sortir de cette émission de cette façon. C'est vrai que nous avons une triste note. Je ne sais pas si c'est de ça. Oui, bon, ben voilà. Généralement, nous avons des cas forcément qui ne trouvent pas des solutions, on va le dire. Ce n'est pas parce que c'est nous qui voulons que ce soit ainsi, mais c'est parce que c'est Dieu qui décide. Et là, il y a un cas qui n'a pas bénéficié, bien entendu, d'une prise en charge telle que souhaitée. Vous nous rappelez le nom simplement. Joseph Ibala. Oui. Monsieur inguérissable, il était présent. Qui est venu du Gabon. Oui, qui est venu du Gabon et qui était présent sur ce plateau dans l'émission du 21 janvier 2021. Et il souffrait d'une plaie inguérissable et malheureusement, la dame mort l'a fauché. C'est une triste nouvelle de l'annoncer dans une pareille émission, mais nous n'avons pas le choix. Il faut rendre compte à nos différents téléspectateurs de ce que les dons qu'ils envoient, ce que nous faisons avec et surtout marquer la transparence qui a toujours fait depuis plus de 10 ans la devise de cette émission. Donc, nous disons déjà merci à ces chers bienfaiteurs qui ont bien voulu contribuer pour Joseph, le montant de 313 000 francs CFA, mais malheureusement, cette somme peut-être permettra à la famille d'enterrer Joseph. Voilà, il est père d'enfants, il a laissé des enfants. On le comprend bien, c'est un argent qui permettrait aux enfants de bénéficier soit d'améliorer leur qualité d'éducation, et ainsi de suite. Donc merci Irène. Merci également à vous. Nous nous soyons sortis sans dire bonsoir à Bafan, bonsoir à toute la communauté Bana et bonsoir à la région de l'Ouest. Merci. Alors nous allons dire merci à toute l'équipe. On va dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Dallas Tiana, Eric Watat, Carlos Minoué, Cédric Nding, Cédric Chouna, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Le public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs, merci à vous. Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir.